Ok. Alors, bonjour chers enseignants, bonjour chers personnels de l'enseignement privé laïque en Côte d'Ivoire. Entendre par personnel et sinon enseignants, je parlerai des enseignants, des éducateurs, des directeurs des études, des correspondants fichiers, j'allais dire tous ceux qui interviennent dans le domaine privé de l'enseignement. Alors, aujourd'hui, en 2024, nous souffrons. Et cette souffrance, nous nous disons qu'elle a une origine. Est-ce que le secteur est créé pour que nous souffrons de la sorte? Nous pensons que non. Afin de comprendre mieux le désordre dans lequel baigne ce domaine, nous avons décidé aujourd'hui de venir rencontrer l'une des personnalités qui a été à l'origine de l'organisation de l'enseignement privé, l'une des personnes qui a exercé même au privé, qui en sait beaucoup. Alors soyons donc attentifs, parce que là, nous allons recevoir beaucoup d'informations pour nous orienter dans les luttes à venir. Sur ce, nous allons tout de suite commencer. Bonjour, papa. Bonjour, camarade Yoboué. Bien, alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Ok, je suis M. Akafou Balé. J'ai terminé dans l'enseignement public en tant que directeur d'école et j'ai démarré en 1981. De 81 à 1994, soit 14 ans, j'ai enseigné à l'école Amani à Bobo-Adekwa. Ensuite, au collège privé au Fumiapo de Torontoir Rouge. C'est à partir de Torontoir Rouge que je suis allé à la fonction publique. Mais compte tenu de la maltraitance des fondateurs envers les enseignants du privé, en 1986, j'ai rencontré Yvois pour créer ensemble le CINE Placé, dont j'étais le tout premier secrétaire général national chargé de l'enseignement primaire. Merci. Bien, merci. Alors là, nous sommes avec une bibliothèque. Donc, l'un des membres fondateurs du CINE Placé, le principal syndicat donc, de l'enseignement privé. Alors, papa, avec le CINE Placé, vous avez signé, vous avez signé la convention de 1994. Alors, avec les documents, quelles étaient les circonstances et quel était l'objectif d'abord en créant le CINE Placé? Ok. Le CINE Placé, à l'origine, était créé pour lutter pour les intérêts de l'enseignement. Mais c'est là que j'ai découvert, en 1986, l'existence du protocole d'accord de 1982, signé entre l'enseignement privé laïque, représenté par Feu Léon Ormond, président de la FENEPLACI, et le ministre de l'Éducation nationale d'alors, et à son nom également Paul Yao Akoto. Et lorsque j'ai découvert l'existence du protocole d'accord de 1982, j'ai trouvé cela très bon, jusqu'à ce que, en 1994, il y ait dissension entre Kofi Yeboah et moi. Et c'est là que je suis parti créer un autre syndicat qu'on appelle l'UNE Placé. Voilà. Bien. Merci, papa. Alors, là, nous avons le protocole de 82 et la signature de la convention de 1994. Alors, de quoi souffrait le protocole pour qu'on signe une convention en 1994? Ou alors, dans ces circonstances, est-ce que la convention avait sa place? Le secteur privé de l'enseignement n'étant pas du domaine privé, est-ce qu'il était logique de signer une convention entre employeurs et employés? En un mot, est-ce que la convention avait vraiment sa place? Je dirais tout de suite non. La convention de 1994 était une aberration. C'est d'ailleurs la dissension qui est venue entre Yeboah, le camarade Kofi Yeboah et moi. Parce qu'il faut reconnaître que dans l'enseignement privé, il y a trois sortes d'enseignement privé. Il y a l'enseignement privé confessionnel, il y a l'enseignement privé laïque, des établissements reconnus et subventionnés par l'État, et l'enseignement privé laïque tout court. Voici les trois sortes d'enseignement privé qui existent en Côte d'Ivoire et qui se pratiquent jusqu'aujourd'hui. Et cette convention de 1994 ne devrait pas s'appliquer à l'enseignement confessionnel
ni aux établissements privés reconnus et subventionnés par l'État. La convention devait s'adresser directement aux fondateurs des écoles non encore subventionnées. Et ça a été là la dissension entre les voies et les voilà. Il y a une... Il y a pause, non? On va se repérer où on était. Attends. La convention de 1994, lorsque Yobois était en train d'écrire, je lui ai plutôt conseillé d'adresser seulement cette convention de 1994 aux établissements privés non reconnus et non subventionnés. Et pour contourner notre dissension, il a écrit en son article 2 que les avantages acquis restent. Donc pour moi, il devait intégrer l'annexe du protocole d'accord à la convention de 1994 pour faire juste, ce qui n'a pas été fait. Bien. Alors là, si nous comprenons mieux, là nous avons plus éclairci. La convention donc de 1994 était adressée aux établissements non reconnus, les établissements qui ne reçoivent pas de subventions. Oui. Et donc, si la convention devrait avoir un sens, on aurait plutôt dû ajouter le protocole, la grille salariale du protocole de 1994, l'annexe du protocole de 1982, afin que la convention de 1994 puisse s'appliquer à toutes les trois catégories Juste. Merci bien, papa. Alors, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le protocole de 1982 a été abrogé selon la connaissance des textes, des lois qui existent dans l'éducation? Je dis non. C'est là aussi une aberration, une fuite des responsabilités de la part de l'État. Parce que la convention de 1900, le protocole d'accord de 1982 n'a jamais été dénoncé ni récusé. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi l'État fait fi de l'existence du protocole d'accord de 1982 pour ne pas l'appliquer. D'accord. Merci, papa. Alors, nous comprenons aisément et nous voulons profiter pour saluer le camarade Kamara Oumar de Sindé Plassi qui a eu le courage de dénoncer la convention de 1994 et qui même a conseillé, n'est-ce pas, qu'on retourne au protocole de 82. Soyez salués, chers camarades, et ensemble nous allons y arriver. Alors, papa, le protocole de 82, on en parle. Quelles sont les dispositions particulières proposées par le protocole, tant pour les travailleurs, pour les fondateurs, pour les élèves, pour les parents d'élèves? Quelles sont les dispositions particulières du protocole de 1982? Je ne saurais vous citer le contenu de chaque article, mais ici, ce qui m'intéresse et qui doit intéresser tout un chacun, c'est l'annexe du protocole d'accord qui spécifie les intérêts de chaque acteur de l'enseignement privé. Il y a d'abord l'État qui accepte de payer 80% du salaire de l'enseignant du public à l'enseignant du privé, exerçant dans un établissement privé reconnu et subventionné. Je répète, l'État consent à payer 80% du salaire de l'enseignant du public à l'enseignant du privé. Ça, c'est le premier point très important. Pour comprendre que la misère que vivent les enseignants du privé n'a pas le droit d'exister. J'insiste sur ce point parce qu'en 1987, j'ai rencontré en personne, paix à son âme, le ministre de l'Éducation d'alors, Bamba Bamoussa. Je lui ai expliqué le bien fondé de changer la gestion de la subvention. Parce que des fondateurs se sont montrés véreux, il faut dire les choses telles que c'est. Ils n'ont jamais accepté de donner les 80% qui reviennent en réalité aux enseignants privés. Ils ont gardé par devers eux pour faire des investissements et les utiliser comme ils veulent. Pendant que les enseignants sont en train de souffrir, sont en train de mourir même. Voilà. Donc j'ai demandé à Bamba Moussa
paix à son âme, de changer, d'améliorer la gestion. C'est-à-dire, j'ai demandé à l'État de payer directement sous sa responsabilité les 80% du salaire de l'enseignant du public à l'enseignant du privé, régulièrement et mensuellement. Et je vous dis, ça a accepté. Les enseignants du privé devaient être payés directement par l'État en fonction de 80% du salaire de l'enseignant du public à l'enseignement du privé. Ça n'a pas été fait jusqu'à ce que je parte à la fonction publique en 1994. Les deuxièmes intéressés, c'était les fondateurs. En fonction du nombre d'élèves affectés dans chaque établissement, l'État a prévu payer 17 700 francs. Cet argent pouvait être rehaussé. Il suffit que les fondateurs disent que leurs charges sont nombreuses pour que l'État puisse revoir ce que l'État peut donner pour chaque élève affecté. Ils ont préféré s'enrichir sur le dos des enseignants du privé en faisant des 80% que l'État leur donne comme leur argent de poche après avoir donné des miettes aux enseignants au cours de l'année scolaire. J'ai toujours dénoncé ça et je n'ai jamais eu peur de dénoncer ça. Et c'est pour contourner cette aberration que Yeboah, voulant devenir fondateur, a écrit la convention de 1994 que j'ai toujours combattue. C'était une aberration également. Merci infiniment. Alors là, nous en apprenons beaucoup. Alors aujourd'hui, les choses sont faites. Et comme vous le dites, la misère au privé, mais la misère continue. Les enseignants qui décèdent, qui meurent pour des ordonnances de 2000. Les enseignants dont les épouses accouchent, ils ne peuvent pas en prendre soin. Les enseignants qui sont vidés de leur maison. Les enseignants à qui on doit 3 mois de salaire. Les enseignants qui passent 4 mois de vacances sans salaire. La misère, elle est grandissante. Aujourd'hui, quelle orientation, quel conseil pouvez-vous donner aux travailleurs du privé? Quand je dis travailleurs, c'est tout le monde. Instituteurs, professeurs, directeurs des études, éducateurs, correspondants fichiers et même comptables. Tous ceux qui interviennent dans le privé, quel conseil pouvez-vous nous donner pour que nous puissions remédier à cela le plus tôt possible? Et là, je m'adresse directement aux responsables syndicaux. Je pense que il faut réveiller l'État pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de tous les acteurs qui interviennent au niveau de l'enseignement public. Réveiller l'État en ce sens que si l'État conçoit à payer effectivement les 80% du salaire de l'enseignant du public à l'enseignant du privé, il serait déjà mieux payé. Et je tiens toujours à ça. L'État doit prendre ses responsabilités. C'est inutile de confier les 80% aux fondateurs. Parce qu'au cours de l'année scolaire, c'est des miettes qu'ils distribuent à leurs enseignants. Et la manière de payer les 80% ne sont pas du tout bonnes. C'est pourquoi j'invite les responsables syndicaux à rencontrer toutes les autorités compétentes de ce pays, à commencer par le président de la République lui-même, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le Sénat, le Parlement. Et certainement, je ne dis pas qu'ils ignorent l'existence du protocole d'accord de 1982, je ne dis pas ça. Mais je dis que l'État doit réveiller le protocole d'accord de 1982, améliorer sa gestion et les enseignants du privé applaudiront de leur 10 doigts. Merci. Merci bien, papa. Donc, nous sommes Je continue pour dire que l'État, en payant directement ses enseignants, verra ses recettes augmenter. Puisque les enseignants du privé sont largement bien payés, avec ces 80% perçus par l'enseignant du public
qu'à l'enseignant du privé. Il y a même qui a fait un petit calcul. Il dit si l'enseignant du public a 300 000, l'enseignant du privé aura 276 000. Je pense que quand même, ça ne se crache pas dessus. L'État pourra alors avoir un plus dans son budget. Parce que tous ces enseignants qui interviennent pourront payer correctement l'impôt à l'État. Ça, c'est un. Et puis deux, les fondateurs eux-mêmes seraient heureux de voir tous les enseignants inscrits aux impôts, inscrits à la CNPS pour avoir une retraite confortable. Ça y va de l'intérêt de tout le monde. Et je vais plus loin dans le protocole d'accord, il est dit que l'élève de l'enseignement privé doit être inscrit à l'enseignement. Bon, l'élève de l'enseignement qui a été affecté par l'État dans l'enseignement privé doit subir les mêmes conditions que leurs camarades du public. Alors, d'où vient le fait que, parce que ton enfant est inscrit à l'enseignement privé, parce qu'il est affecté par l'État, tu dois payer 35 000, 40 000, souvent même voire 70 000 francs, selon l'humeur du fondateur. C'est aberrant tout ça. On n'est pas dit que ça ressemble à de l'arnaque. Le protocole d'accord a déjà réglé ça. Parce qu'au fond, Boigny était visionnaire. Et c'est pourquoi les parents d'élèves doivent se réveiller également pour supporter la lutte que mènent les enseignants du privé. Ça y va de leur intérêt. Si un enfant de l'enseignement public doit payer 1 000 francs ou 2 000 francs pour son inscription, ça doit être la même chose pour celui qui a son enfant inscrit au privé. Voilà ce qui devait être fait. Tout le monde gagne. Même le fondateur gagne. Il n'aura plus à supporter le salaire de l'enseignant qui exerce chez lui. Et il va pas attendre, l'État ne va pas attendre 1 an pour payer le salaire d'un enseignant. Sachant que c'est dans cette subvention aujourd'hui qu'on appelle frais de scolarité, c'est le salaire des enseignants. Mais quand même, l'État ne va pas attendre 1 an pour payer le salaire d'un individu. Merci. Merci, papa. Alors, nous allons résumer. Avec le protocole de 82, tout le monde est gagnant. Oui. Les fondateurs sont directement payés par l'État. Oui. Les enseignants directement payés par l'État. Oui. Les parents d'élèves n'ont plus à payer des frais exorbitants parce que c'est aussi une entrave à la scolarisation. Oui. Quand dans une école, on doit payer, en plus de la subvention de l'État, le parent doit débourser 40 000, 50 000, 60 000, 90 000. C'est aussi une entrave à l'éducation pour tous. Or, le protocole de 82 résout cela. Le protocole de 82 permettra aussi à l'État de percevoir de l'argent parce que c'est de l'impôt qui est perdu vu que ces enseignants aujourd'hui ne sont pas déclarés. Avec le protocole, les enseignants seraient déclarés, la retraite serait assurée et même, j'allais ajouter, qu'on pourrait réduire le taux de chômage parce qu'aujourd'hui, les enseignants du privé sont considérés comme des chômeurs. Alors, en réglant avec le protocole 82, on pourrait régler le taux de chômage. Merci beaucoup, Papa Agbalé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille éducative en Côte d'Ivoire pour ce que vous faites pour nous. Maintenant, nous allons vous laisser sinon le mot de fin. Je vais demander quelque chose. Oui, allez-y. Tout à l'heure, je réfléchissais à quelque chose. Bon, souvent, les fondateurs nous disent que l'État n'a pas encore payé les subventions pour pouvoir payer les salaires. Si l'État est dû à quoi? C'est ce que je veux comprendre. L'État a des subventions, cela est dû à quoi? Je ne peux pas vous répondre au nom du ministère de l'Éducation nationale. J'ai fait transparaître ça dans mon intervention en disant que l'État doit voir dans les frais de scolarité le salaire des papas des gens. Donc ne pas attendre 1 an pour verser les frais de scolarité aux fondateurs qui entre-temps ont donné déjà des miettes aux enseignants. C'est l'État qui doit revoir ses responsabilités. Alors, je vais plus loin pour dire, si l'État prend le temps de contrôler la présence effective des élèves affectés dans les écoles privées, qu'est-ce que l'État attend
pour demander aux fondateurs, pour auditer les 90 milliards octroyés aux parents d'élèves, pardon, aux fondateurs, au titre des frais de scolarité. C'est de l'argent du contribuable. Les contribuables ont besoin de savoir pourquoi l'État dépense plus de 90 milliards et puis les enseignants pleurent. Les enseignants vivent misérablement. Pourquoi? Il faut changer la façon de gérer. Voilà. Bien, alors merci infiniment, merci chers camarades pour la question. Merci. Donc un autre point qui est aussi important, aujourd'hui selon des normes, selon des classements, le niveau du système éducatif ivoirien serait en pleine décroissance. Sur le niveau, c'est-à-dire que la qualité de l'école ivoirienne serait en dégradation. Et nous comprenons aisément, si près de 70% de l'école ivoirienne est détenue par le privé et que ce privé est mal géré et que le personnel n'est pas pris au sérieux, le personnel n'est pas formé, le personnel n'est pas rémunéré, il va de soi que le niveau de l'école ivoirienne, n'est-ce pas, connaît cette baisse. Donc nous voulons lancer un appel aux autorités ivoiriennes afin qu'une lumière soit faite sur ce domaine pour que l'école soit relevée. Le niveau d'un pays, le développement d'un pays se mesure avec la qualité de ses citoyens. Le secteur éducation, le secteur éducation-formation ne devrait pas être un secteur de second plan, mais plutôt un secteur de premier plan pour un développement harmonieux, pour un développement durable dans notre chère Côte d'Ivoire. Sur ce, merci infiniment papa. Merci chers camarades pour la présence. Merci papa pour la disponibilité. Merci. Merci.